pourquoi en fait Marine Le Pen a gagné des votes. Donc on peut appliquer ça en fait dans la prédiction des résultats d'élection. Maintenant en fait on revient à nos montants, on revient à notre objectif. Et ben c'est l'application de la détection de fraude dans le domaine financier. Et là en fait on trouve plusieurs styles. On trouve en fait les banques d'investissement, les banques privées, et il y a en fait aussi les banques, disons, particuliers, d'accord, et les entreprises d'assurance, et les banques centrales. Donc, par exemple, en retail bank, on utilise ces techniques pour détecter les fraudes des cartes bancaires. Par exemple, quelqu'un en fait on vous vole votre carte bancaire, on a essayé de récupérer tout l'argent, et ben l'algorithme va détecter que cette opération est frauduleuse, donc il va couper. Mais, dans le secteur en fait, des banques privées ou des banques d'investissement, on utilise ça dans tout ce qui est market abuse, c'est-à-dire, par exemple, comme dans le cas du flash cash. Quelqu'un en fait, qui spécule contre toi dans le marché financier, donc il est en train de violer les lois, ou bien dans le blanchiment d'argent, anti-money laundering. D'accord? Maintenant, dans les entreprises d'assurance, on utilise ces techniques pour détecter les opérations frauduleuses. Les gens qui peut-être qui cassent leur voiture exprès pour récupérer de l'argent. Les banques centrales utilisent ça aussi pour détecter en fait les paradis fiscaux. Et nous avons un bel exemple en fait Panama Papers. Déjà, on est en train de travailler sur ça, mais je ne veux pas présenter des résultats par rapport à ça, d'accord? L'essentiel pour vous, qu'en fait, il faut quand même avoir une connaissance métier. Car, en fait, d'un domaine à un autre, je pense que vous êtes des ingénieurs informaticiens, donc vous n'avez pas vraiment des connaissances solides, peut-être dans tout ce qui est assurance, dans tout ce qui est secteur banquier et tout. Donc peut-être un autre jour, quand vous allez appliquer ça dans vos entreprises, eh ben, il faut vraiment travailler en collaboration étroite avec des experts métiers. D'accord? Donc, requires different approaches. C'est ce qui fait que ce problème est vraiment compliqué. Donc, comment on fait pour détecter ces anomalies? On va passer en fait aux algorithmes, mais on a un problème. On est en machine learning, donc d'un point de vue pédagogique, il faut différencier entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, par exemple, si on prend le problème de détection de fraude pour les cartes bancaires, ce problème est un problème qui fait partie de l'apprentissage supervisé. Et bien pourquoi supervisé? Car on peut en fait avoir le feedback des clients. Enfin, on peut savoir que cette opération en fait est frauduleuse. Car il y a un client après 2 jours qui vient voir en fait son banquier, il va lui dire en fait ils ont volé ma carte bancaire. Donc on peut avoir disons notre variable cible, notre target variable. D'accord? Arrêtez-moi s'il y a un problème. Donc par rapport vraiment au credit card fraud, puisqu'on trouve une variable cible, disons c'est moyennement plus facile. Mais il existe en fait, je passe maintenant en fait par rapport au market abuse ou bien le blanchiment d'argent. En fait ici on ne peut pas appliquer l'apprentissage supervisé. Car on ne connaît pas comment les bandes, comment les criminels, comment les terroristes en fait, comment ils font pour faire ces opérations. Donc vraiment c'est compliqué. Et à chaque fois ils changent de méthode. Si on ne connaît pas leur méthode, comment on peut les détecter? Tu es dans un cas d'apprentissage non supervisé. Tu travailles dans la fête. D'accord? Donc je passe ici. Donc déjà, l'apprentissage, peut-être l'apprentissage supervisé est facile, puisqu'on connaît en fait les classes et tout, mais nous avons un gros problème, c'est le fait que les proportions, nous avons des classes disproportionnées. On n'est pas à 10%, 90% en Nantes. En fait, on compte une opération frauduleuse peut-être sur 1000 opérations normales. Donc on est en fait dans un ratio à peu près de 99,9%, 0,1%. Donc la solution que vous allez peut-être implémenter doit détecter ce 0,1%. Car c'est pas normal que dans un marché financier, on trouve 10% d'opérations frauduleuses. Peut-être en Tunisie, je sais pas. Il existe en fait une solution ici, pendant l'apprentissage de vos algorithmes, et pendant la partie des gens qui vont faire du championnage aléatoire, en cross validation, aucun souci. En fait, on peut faire une stratification. Il existe en fait une option dans Trend Split qui s'appelle Stratify, c'est une fonction dans Scikit-Learn. Vous pouvez utiliser la stratification pour en fait peaufiner, pour faire le tuning de votre échantillonnage aléatoire. Donc ça, c'est un problème par rapport à l'apprentissage supervisé. En apprentissage non supervisé, on n'a que des problèmes.
En fait, tout d'abord, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au modèle. Je ne pense pas que tout le monde ici, par exemple, comprend qu'est-ce que ça veut dire, enfin, comment ça fonctionne en fait, le LightGBM, comment l'isolation forest fonctionne. Il faut faire vraiment du hyper-tuning, c'est trop compliqué. Sinon, les données sont compliquées. Les données sont compliquées. Sinon, en fait, les données aussi sont volumineuses. Enfin, on travaille avec, c'est combien de gigas donc peut-être ça va faire, disons, un obstacle pour vous, pour lancer ça sur vos PC. Je reviens maintenant, en fait, vraiment à l'obstacle initial. Ce que, par exemple, dans les banques d'investissement, les practitionnistes, enfin, c'est-à-dire les banquiers, enfin, les gens qui travaillent sur le terrain, remarquent que les opérations de blanchiment d'argent sont trop mélangées avec des activités légales. Je parle ici des banques d'investissement. Peut-être nous, on n'a pas ce cas-là ce soir, mais je parle de manière générale. Mais maintenant, par rapport en fait, au modèle utilisé, on verra ça juste après. Maintenant, ici, par rapport si on veut vraiment contourner le problème de complexité temporelle quand on va charger un fichier de 4 Go, il existe en fait 4 solutions. Il y a la librairie NumPy. En fait, NumPy, c'est du calcul parallèle qui permet d'accélérer le calcul avec NumPy. Vous pouvez installer NumPy. Il y a Dask. Dask permet de faire du calcul distribué. Il y a en fait Moodin. En fait, c'est un nouveau module. Il contient quand même des bugs. Par contre, il fonctionne bien sur Python 2.7. Donc, avec Moodin, en fait, on peut accélérer le process de chargement des données. Et on trouve aussi Ray. Donc, il y a 4 solutions permettant d'accélérer, de speeder votre calcul. Ici, je parle en fait peut-être du chargement des données, faire de l'entraînement et tout. Donc, la solution, c'est de faire de HPC, High Performance Computing, soit on paralléline, soit on envoie sur carte graphique, soit en fait on trouve des astuces. Je ne sais pas, si j'ai le temps, je pourrais vous montrer en fait Moodin. Donc, par exemple, là, par exemple, ici, je vais... Anomaly detection. Ah, c'est bon. Là, en fait, par exemple, je vais en fait désolé juste un peu. Donc, j'ai besoin juste de créer, en fait, voilà, c'est bon. Là, j'ai en fait une cellule. En fait, je vais charger Pandas. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. B. C'est bon, Pandas est chargé. Maintenant, je vais aussi charger une autre bibliothèque pour calculer le temps sur le processeur, import type. C'est bon. Puis, je vais faire ça. En fait, je vais faire start type. Time, c'est le module, et le deuxième time, c'est une fonction. Et là, à l'intérieur, je vais en fait charger donc lead CSV. Credit card. En fait, c'est pas le même lot de données. Hein. J'ai pris ça sur le fichier credit card ici fait 144 000. D'accord? Donc, je fais and time. Puis, je vais printer, je vais afficher le temps du chargement. And moins stack. Bon, j'exécute. Il s'agit là en fait de 144 gigas. C'est un fichier qui se trouve sur tag. Bon, mon PC en fait c'est un ancien PC. Donc, techniquement ici en fait, bon, mais on va attendre. Qu'est-ce qu'on va faire là? Mais, ok, je vais passer en fait à mon c'est bon. Enfin, non, normalement c'est beaucoup. Là. En 41 secondes, non, c'est pas vrai. En fait, c'est 2,27 secondes. 2,27 secondes. Je passe maintenant en fait à Moodin. Donc, je vais ouvrir un Python 2.7. Oui, un Python 2.7. On va gagner un peu. Mais,
En fait, je vais charger modine, import modine, point pandas, as PD. Bon, j'exécute. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, il suffit juste de changer. Au lieu de charger pandas, on charge modine. Et on va trouver à peu près 70% en fait de fonctionnalité. Utiliser 90% de temps. Ok, c'est bon là. C'est pas. En fait, peut-être je suis en train d'ouvrir plein d'applications. L'essentiel pour moi ici, c'est que je veux vous montrer que quand on utilise en fait Modine, Pandas, on va diminuer le temps du chargement. Donc peut-être c'est une manière en fait pour accélérer le calcul. C'est le PC qui plante ici, d'accord? Bon, on attend un peu sinon on monte. Mais ok, c'est pas grave. Mais allez, je reviens en fait à la présentation. Donc, retenez ces 4 stratégies, du bas, das, grey et Modine. Ok, c'est bon. En fait, Modine, il prend du temps à faire. C'est la version 0. Il vient en fait de lancer Modine en janvier 2019. C'est une solution pour accélérer le calcul. Donc, en fait, je vais aussi charger la fonction type, enfin le module type, import type. C'est bon. Puis, je vais faire start time, point virgule, dataset égale PD, pareil, read CSV, je vais prendre là, je dois prendre le nom de ce fichier, CTRL-C, CTRL-SHIFT, donc le point virgule, puis je fais type, bon j'exécute, puis on va en fait afficher, c'est bon, on va afficher prix, En fait, pour vous dire la vérité, j'ai vérifié ça ce matin. En fait, c'est du direct, c'est Steam qui a incité. Mais essayez ça sur 4 Go et vous verrez la différence. Bon, je répète. Non, ça marche. J'ai dû en fait effacer bon, ça arrive. Encore plus. Maintenant, en fait, on va passer aux algorithmes. Et bien, il existe en fait à peu près 4 catégories d'algorithmes. Il existe 4 catégories d'algorithmes. Alors, en fait, il y a des algorithmes basés sur des distances, le calcul des distances, enfin, distance euclidienne, distance en fait de Hamming, ou bien distance de Manhattan. Vous connaissez les distances. L'essentiel pour ces algorithmes, il faut faire en fait il faut faire du rescaling. Avant d'appliquer ces algorithmes, s'il vous plaît, appliquez en fait, techniquement les données sont déjà uniformes, quoi. Mais essayez déjà de faire votre rescaling, standard scale, robust scale, enfin robust scale avec la médiane, standard scale, vous connaissez standard scale, robust scale. Donc, KNN est utilisé pour la classification, Camis pour le clustering, pour la segmentation. Et bien, ces 2 algorithmes ne sont pas performants, mais de toute manière, vous avez 12 heures, vous pouvez utiliser ces algorithmes communs. Après, on passe en fait à une catégorie d'algorithmes basés sur des densités. C'est-à-dire sur des ajustements. L'algorithme, en fait, il prend le nuage de points et il essaie d'appliquer un ajustement selon une fonction gaussienne. Donc, nous avons en fait le dbScan. Le dbScan se trouve pour density based scan. Et dbScan, on le trouve en fait dans scikit-learn. Par contre, HDBScan, débrouillez-vous. Cherchez ça sur Internet. Après, on trouve aussi en fait un autre algorithme qui s'intitule Local Outlier Factor. C'est un algorithme aussi mentionné par des spécialistes. Les gens, en fait, en HSBC, par exemple, il y a des spécialistes qui utilisent cet algorithme. Oui, scikit-learn. De toute
toute manière, si l'algorithme ne se trouve pas dans scikit-learn, vous avez deux possibilités. Soit l'implémenter, soit en fait c'est-à-dire l'installer d'une manière avec un algorithme. Après, il y a les algorithmes paramétriques. En fait, ces algorithmes paramétriques sont basés sur le maximum de ressemblance. C'est-à-dire on prend des densités de probabilité, on fait un produit et on minimise. Donc nous avons en fait Gaussian Mixture Models et Single Class Support Vector Machine. J'ai deux fichiers Jupyter Notebook contenant ces algorithmes. En fait, on va mettre tous les candidats, tous les participants sur la même base. Puis, vous allez peut-être essayer de faire votre tuning. Sinon, on peut aussi utiliser en fait la statistique. Enfin, la statistique avec une théorie avec cette théorie qui s'intitule Extreme Value Theory. On utilise ici quoi? On utilise en fait des box plots. Des box plots. Vous connaissez les box plots? C'est-à-dire le quartile Q1, le quartile Q3, le min, le max, et sur le point en fait des pages, c'est un point aberrant. Ok, allez, je reviens. Mais, donc là, en fait, c'est bon, j'ai chargé mes données. Je vais faire en fait box plot. J'exécute. Dataset ici, en fait, c'est un objet, c'est un data frame. C'est bon. Là, regardez. Donc, vous voyez, en fait, la figure est très petite. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on commence à comprendre qu'il existe ici des points aberrants. On va agrandir cette figure. C'est simple avec Python. Je viens ici, je fais fix size. Bon, 20. J'exécute. Enfin, je mets un point de vue, j'exécute. Ah, tiens. Là, en fait, on peut encore agrandir. Hein. Ce sont des box plots. Et là, on voit bien qu'il existe en fait des points aberrants. Comment? En fait, un box plot, en fait, c'est une boîte à moustache. On n'a pas. Regarde, c'est hyper simple. C'est pas dur du tout. Hein. Il suffit de connaître en fait quelques notions de statistiques. Bon, je vais vérifier ça. En fait, il suffit de faire dataset.describe. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est bon. En fait, là, nous avons quoi? Nous avons en fait la valeur moyenne, l'écart type, la valeur minimale, le quartile Q1, vous connaissez le quartile, la médiane, le quartile Q3, 75%, et la valeur maximale. Et bien, en fait, le box plot permet en fait de tracer, d'inclure en même temps le min, le max, la médiane, Q1, Q3 et la valeur moyenne. Donc si le point en fait sort du box plot, ça veut dire que c'est un point aberrant. D'après cette théorie, vous pouvez aussi chercher sur internet, sur Wikipédia, cette théorie quoi. Extreme Value Theory, Tukey Outlier Labeling. Ils disent plein de vidéos faites par contre cette fois par des Américains. Hein. Donc il n'y a pas un problème d'accent, hein, mais ce ne sont pas des Américains. Vous pouvez en fait utiliser sinon, ça c'est quand j'ai fait en fait mes recherches, j'ai trouvé que des spécialistes de Credit Suisse utilisent en fait cet algorithme Isolation Forest, puisque le problème est très compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe en fait à l'ensembling, c'est-à-dire à un système de vote. Au lieu d'utiliser un seul modèle, on utilise plusieurs modèles, puis on fait un vote. D'accord? Donc en fait, l'Isolation Forest est basé, exactement comme la forêt aléatoire, en fait sur des arbres de décision. Vous connaissez les arbres binaires? Si vous êtes fort en algorithmique, on fait un arbre binaire, des arbres binaires. Et cet algorithme n'est pas basé sur le calcul des distances. Mais en fait, il essaie d'utiliser plusieurs arbres binaires. Et puis, le point tel que la longueur, le path, le chemin, la valeur minimale, la valeur moyenne du chemin et la plus faible, en fait, c'est un point aberrant. Donc, on contourne le problème des distances. C'est un algorithme très utilisé. On le trouve aussi dans scikit-learn. Isolation Forest. Je vais vous donner en fait le fichier, le Jupyter Notebook, le fichier. Là, juste, j'ai voulu vous montrer en fait les performances des différents algorithmes de clustering. On trouve que DBScan s'en sort pas mal. Hein. DBScan, c'est un bon algorithme. Sinon, vous pouvez aussi essayer ces algorithmes. La méthode de Ward hein, pour le clustering agglomératif, hiérarchique, DBScan,
Gaussian mixed et ainsi de suite. Enfin, là je vais conclure. En fait, il existe des choix exotiques. On peut aussi appliquer des algorithmes un peu fous. On peut en fait utiliser par exemple du deep learning, mais faites attention en fait à l'overfitting. C'est-à-dire les fans du deep learning peuvent utiliser un réseau DNN autant que... Bon, moi je ne suis pas fort en fait en deep learning. Enfin c'est exotique pour moi. Sinon il y a en fait un algorithme très fort développé par des gens de Microsoft qui s'appelle l'IGBM. L'IGBM c'est très connu. C'est une usine à gaz en fait dans son installation. Il faut tourner ça sur des cartes graphiques. Et c'est un algorithme qui peut tomber dans l'overfitting. Attention. Pour moi en fait, DNN et l'IGBM c'est un choix exotique. D'accord? Après, vous faites tout ce que vous voulez. Ben voilà. Et juste, je vous montre le fichier Jupyter. Après, en fait, je vais vous envoyer. Enfin, Salim va mettre sur le site, en fait, un fichier Jupyter Notebook qui contient, enfin, disons, en fait, une analyse. Au moins, vous aurez, en fait, une idée. Et un cours sur la détection d'anomalies. Un cours sur la détection d'anomalies. Et dans ce cours, on trouve, en fait, le support vector machine. Entre autres. En fait, vous avez tout. Enfin, là, c'est avec, vous connaissez, le fameux 5% d'erreur. Donc, ça, c'est. Donc, ce point sort, en fait, de ce trait rouge. Donc, c'est un point devant. Vous allez trouver plusieurs algorithmes. L'idée, c'est de vous mettre, en fait, voilà, on trouve l'algorithme isolation forest, on le trouve dans ensemble. Voilà. Bon, merci.